Ton astuce est plus longue que la mienne. Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième critique rétro. Alors ceux qui ont la référence auront compris que je vais vous parler aujourd'hui de Spaceballs, traduit en français par La folle histoire de l'espace, réalisé par Mel Brooks et sorti en 1987, avec dans les rôles principaux Mel Brooks lui-même, mais aussi Bill Pullman, Rick Moranis ou encore John Cordy. Le résumé en quelques mots, aidé du sombre Dark Helmet, traduit en français par Casque Noir, le président Scrooge décide de s'emparer de l'atmosphère de la pacifique planète Druidia. Mais c'était sans compter l'intrépide Lone Star, traduit en français par Yop Solo, et son fidèle Barf, une créature mi-homme et mi-chien, de la princesse Vespa et de son droïde domestique Dot Matrix, ainsi que d'un mystérieux Yogurt, grand maître du Schwartz. Alors, qu'est-ce que je pense de ce film? Eh bien, malgré tous les reproches qu'on peut lui faire et ses quelques défauts, je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup et j'ai hâte de découvrir la suite qui a été annoncée, officialisée il y a de cela quelques semaines. Mais commençons par la mise en scène. Alors d'entrée de jeu, on reconnaît la marque de fabrique de Mel Brooks, à savoir parodier principalement un film en particulier, ce qu'il avait déjà fait avec Frankenstein Junior, où il parodiait le Frankenstein de James Whale, ou encore Le Grand Frisson, où il parodiait Vertigo d'Hitchcock, tout en se permettant des clins d'œil à d'autres grands classiques du maître, ou encore même par après ces deux derniers films, Robin des Bois, où il parodie le Robin des Bois des Rolf Flynn, ou encore Dracula mort et heureux de l'être, où il parodie le Dracula de Todd Browning. Voilà. Alors ici, vous l'aurez compris via le synopsis, hein, il a décidé avec Spaceballs de parodier Star Wars, ou plus précisément le tout premier film Star Wars, hein, donc sorti en 1977 pour mes amis français, où il reprend la trame principale de ce premier volet, hein, donc à savoir des rebelles qui partent dans l'espace secourir une princesse retenue prisonnière par des méchants qui veulent dominer la galaxie. Alors je le dis de manière très grossière, mais bon, voilà, c'est un peu ça, tout en se permettant d'autres clins d'œil à d'autres films de science-fiction, mais pas que, à des films également entrés dans la pop culture. Alors en matière d'autres films de science-fiction, on trouve des clins d'œil à La planète des singes, à Alien, à Star Trek, et également, je le disais, à d'autres œuvres telles que Les Aventuriers de l'Arche perdue, à Laurence d'Arabie aussi, au Magicien d'Oz, au Pont de la rivière Kwai. Donc on sent que Mel Brooks, comme à son habitude, hein, donc tout en parodiant un film bien précis, se permet quelques interludes à d'autres œuvres plus ou moins proches du style qu'il parodie. Mais histoire, je veux dire également que ça soit mis au service du scénario. Voilà, c'est également la grande force de Mel Brooks, hein, c'est que il ne parodie pas uniquement pour le simple plaisir de parodier, quoi. Tout fait sens, tout élément parodique est à sa place. Voilà. Alors là, on reconnaît aussi sa touche, c'est qu'il utilise l'humour absurde, décalé et non sensique pour détourner les codes du film de base. Hein. Pour vous donner un exemple, hein, rappelez-vous la séquence d'ouverture du premier Star Wars où vous voyez cet énorme vaisseau comme ça, intergalactique, impérial, comme ça, qui surgit littéralement comme ça dans le plan, hein, immense vaisseau comme ça qui va commencer à tirer sur le petit vaisseau de la rébellion, et en gros Mel Brooks ouvre Spaceballs de cette manière-là, où vous voyez le vaisseau à des sbires de Dark Helmet, hein, donc, ou de Casque Noir si vous préférez, comme ça, le vaisseau qui n'en finit pas, voilà. Donc la caméra va s'attarder, donc je vais dire en plan fixe, sur l'interminabilité du vaisseau, je vais le dire comme ça, ou l'extrême longueur du vaisseau. Voilà le genre de gag qu'il a volontairement emprunté d'un épisode de Tex Avery, hein, si vous connaissez un peu l'univers de Tex Avery, avec la limousine interminable du loup qui n'en finit pas, et voilà, et le plan dure pendant peut-être allez, 1 ou 2 minutes, et voilà, et c'est une manière, hein, je veux dire, de se moquer gentiment et poliment des codes mis en scène, des codes de mise en scène de George Lucas. Alors, il va jouer également sur la perception des personnages, hein, sur la première apparition du grand méchant Dark Helmet, qui, vous l'aurez compris, est une caricature de Dark Vador, où on va voir ici Dark Helmet, hein, je veux dire, qui va arriver avec cette respiration propre à Vador, hein,
enfin voilà. Et alors ici, ben, on va voir Dark Helmet commencer à se plaindre de son casque en disant «Mais on n'y voit rien!» Enfin, je veux dire, voilà, en faisant semblant de suffoquer. Donc voilà, donc je vais dire vraiment un humour comme ça, de détournement, qui joue beaucoup sur l'absurde et le non-sens. Encore un autre exemple de scène très célèbre que l'on peut retrouver aussi chez d'autres artisans de la parodie, que Mel Brooks avait un petit peu en rivalité, faut bien le dire, qui sont les As, hein, le trio Zucker, Abraham Zucker, à qui on doit toute la série des Airplane, donc les Y a-t-il un pilote dans l'avion, des Naked Gun, hein, traduit en français par Y a-t-il un flic, où en gros, ben, Mel Brooks va se permettre un gag où on va voir, enfin, je veux dire, Dark Helmet, donc, il va demander à ses hommes de passer le désert au peigne fin, et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les sbires de Dark Helmet littéralement en train de peigner, enfin, de brosser le sable au peigne fin. Voilà, donc une idée comme ça d'un humour volontairement absurde, très appuyé, très exagéré, et voilà, mais aussi très efficace. Et alors, on trouve aussi un aspect méta, donc c'est-à-dire qu'on a, hein, une fois n'est pas coutume, hein, un brisage du quatrième mur dans lequel les personnages vont interagir directement au spectateur, voilà, ils vont littéralement lui parler, voilà. Pour prendre un exemple récent, hein, c'est un peu le personnage Deadpool, voilà, pour les plus jeunes qui regarderaient cette vidéo. Et donc ici, on va voir par exemple Dark Helmet, donc Casque Noir, interprété par Rick Moranis, en train de se demander comment il va mettre son plan à exécution. Et puis on va voir qu'il est à court d'idées, alors il va demander à l'autre de ses bras droits, ah ben, il y a qu'à regarder dans la cassette du film, ce que nous dit la cassette du film, ce qu'on doit faire après. Alors on va le voir littéralement introduire dans le magnétoscope la cassette du film, donc de Spaceballs, de la folle histoire de l'espace, et on va voir, enfin je veux dire, une séquence qui a lieu juste avant, on va voir ces mêmes personnages, hein, donc Dark Helmet et son sbire, en train de mettre leur plan à exécution. Donc voilà, Mel Brooks qui joue beaucoup, hein, je le disais, sur l'aspect méta, le brisage du quatrième mur, où les personnages interagissent avec le magnétoscope, donc ils prennent conscience qu'ils sont dans un film, ils savent même, hein, je veux dire, qu'ils sont dans un film, et en s'adressant directement comme ça aux spectateurs, et je le disais, en brisant littéralement, hein, les limites cinématographiques. Voilà. C'est On retrouve également, ben, je le disais, tout le respect de Mel Brooks pour ce qu'il parodie. Preuve en est, c'est que pour les effets spéciaux qui peuvent paraître comme ça un petit peu kitsch ou quoi, mais qui je trouve s'en sort plutôt pas mal, ben Mel Brooks a approché George Lucas en lui demandant gentiment s'il pouvait faire appel à son équipe. Oui, les effets spéciaux de Spaceballs ont été faits par la même équipe que celle de la première trilogie Star Wars, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, pour ce faire, donc Mel Brooks n'a pas hésité à approcher George Lucas, hein, donc c'est la preuve aussi qu'il respecte toujours le matériel qu'il parodie. Bah, preuve en est, c'est que ce soit dans Spaceballs ou dans ses autres parodies, Frankenstein Junior, Le Grand Frisson, ou même c'est plus récentes entre guillemets, hein, comme Robin des Bois ou Dracula, bah, il reste quasiment fidèle à la trame narrative de ces différents films, tout en y injectant bah, son humour bien à lui, etc. Et en restant fidèle au canon du genre. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure quand il reprenait les codes de mise en scène de Lucas tout en les détournant. Et ici, ce qu'il va faire également, c'est se moquer du merchandising. Hein. Donc on le sait, Star Wars, en plus d'être un film, d'être devenu l'une des franchises les plus populaires et lucratives de tous les temps, ben, c'est aussi une grosse machine à produits dérivés. Hein. D'ailleurs, pour la petite anecdote, George Lucas, à l'époque du tout premier Star Wars, comme il ne savait pas si son film allait fonctionner, ben, il a eu l'idée, plutôt que de toucher un salaire, quoi, son salaire de réalisateur, de toucher des pourcentages sur les produits dérivés. Entendez par là les jouets, les t-shirts, les assiettes, les tasses, en fait toute une série de produits dérivés, ce qui a contribué, outre le succès du film, à en faire l'un des hommes les plus riches du monde, encore à l'heure actuelle. Hein. Donc, et Mel Brooks, justement, va parodier tout cela. Il va parodier l'aspect produits dérivés. On va voir littéralement les personnages en train
je veux dire, d'afficher ouvertement des t-shirts propres à Spaceballs, des jouets à l'effigie des différents personnages, etc. Donc, tout en restant courtois. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Mel Brooks avait passé un accord avec George Lucas en lui disant que, tout en se moquant, enfin, je veux dire, du merchandising, Mel Brooks s'engageait à ne pas vendre sur le marché de produits dérivés de Spaceballs. Donc voilà, pas de jouets, pas de vêtements, pas de tasse ou de verre ou ce genre de choses, voilà. Donc c'est quand même voilà. Mais ce qui l'intéressait, Mel Brooks, c'était le film en lui-même. Hein, c'était pas de se faire de l'argent sur quelconque produit dérivé. Voilà. Alors, bah maintenant, bah, je vais passer au scénario. Bah, alors le scénario, bah, comme je l'ai déjà évoqué, hein, on retrouve bah, la trame narrative principale du film Star Wars original, avec également détournement des nombreux personnages. Bah, je l'ai déjà dit, hein, donc Dark Helmet, traduit en français par Casque Noir, bah, l'équivalent de Dark Vador, Lone Star, Yop Solo, Han Solo, Princesse Vespa, Princesse Leia, l'acolyte de Yop Solo, donc Barf, Chewbacca, Dot Matrix, C3PO, enfin voilà, donc et alors, bah, je veux dire, voilà, tout en accentuant, enfin, je veux dire, les caractéristiques des personnages, hein, Dark Vador, qui était ce personnage très menaçant, très mystérieux, très charismatique dans la première trilogie Star Wars, qui ici apparaît vraiment comme un personnage profondément débile, voilà, qui échoue dans tout ce qu'il entreprend, qui lui-même ne comprend pas vraiment ce qu'il doit faire. Bouton à cela Rick Moranis avec ces énormes lunettes comme ça qui confèrent un côté encore un peu plus bouffon à son personnage, voilà, qu'il reste en plus les trois quarts du film le visage non masqué. À côté de ça, Yop Solo, donc Lone Star si vous préférez, interprété par Bill Pullman, qui peut se voir comme une sorte un peu de mix, et je le disais, entre Han Solo et aussi une passée de Luke Skywalker à travers ce personnage, voilà, qui va en savoir un peu plus sur ses origines, mais avec un côté comme ça, un petit peu plus, voilà, tout en conservant le côté bougon un peu à la Han Solo, aussi comme ça, un petit peu plus tête en l'air aussi. Et alors, on va beaucoup jouer également sur son acolyte Barf, hein, interprété par John Cordy, cette créature mi-homme, mi-chien, ou bah, Chewbacca, voilà, qui était un Wookiee, hein, qui était présenté comme espèce de croisement entre le singe et le Bigfoot. Bah, ici, Mel Brooks va justement beaucoup plus jouer sur la frontière entre les deux. On va voir, bah, je veux dire, Barf se nourrir d'os tel un chien, ou parfois même se gratouiller aussi comme un chien, tout en parlant comme un humain. Voilà. Et alors, on a également la princesse Vespa et la princesse Leia qui voilà, quoi, qui conservent à peu près les mêmes qualités que le personnage auparavant, a donc débrouillarde, femme de caractère, qui ne se laisse pas faire, etc. Et donc on sent que Mel Brooks, je veux dire, tout en restant fidèle aux caractéristiques de base des personnages imaginés par Lucas, ben, on profite pour un peu les tourner en dérision. Et dès lors, on se retrouve avec un film formidablement divertissant, qui va à 100 à l'heure, qui est très rythmé, qui en plus de ça, je le répète, je veux dire, ne parodie pas uniquement pour parodier, tout fait sens, même si parfois oui, il y a certaines scènes qui peuvent paraître peut-être un petit peu lourdagues, hein, comme l'utilisation des sabres laser qui se trouvent à l'endroit du service 3 pièces, hein, je vais le dire comme ça, mais voilà, c'est pas non plus, on n'est pas chez les frères Wayans, ni chez Friedberg et Selzer, hein, je veux dire, ça va pas, voilà, on ne bascule pas non plus dans l'humour pipi caca prout, et heureusement d'ailleurs, voilà, on sent que Mel Brooks a voulu, comme Lucas, hein, faire un grand spectacle familial, en tout cas pour toute la famille, et donc voilà, donc ça passe, et j'avais surtout envie de vous en parler dans une critique rétro. Pourquoi? Parce que le film est déjà presque 40 ans, et que ce n'est pas au hasard qu'il soit sorti 10 ans après le premier Star Wars, à l'époque où justement, je veux dire, Lucas commençait déjà à remanier un petit peu, je vais dire, hein, sa première trilogie. Voilà, on était encore quelques années avant la prélogie.
Et donc, bah, justement, bah, Mel Brooks en profite pour remettre en question tout cela, le fait de remanier un petit peu les films, ce que ça peut apporter, et de jouer encore une fois sur l'aspect merchandising qui a été fortement reproché par les détracteurs de George Lucas. Hein, si vous écoutez les commentaires du Masque et la Plume sur les 3 premiers Star Wars, vous verrez qu'ils critiquent pas que le film, hein, loin de là. Et bah, surtout qu'en plus, comme je l'ai dit, il y a une suite est actuellement en préparation. Alors ce n'est pas Mel Brooks qui va la réaliser, il sera là en tant que scénariste et producteur. Il reprendra également son rôle de Yogourt, en espérant, et je pas ça qu'il sera toujours de la partie, parce que l'ami Mel Brooks a quand même 99 ans, 99 ans. Le film est prévu pour 2027, soit 40 ans tout juste après son prédécesseur, et on espère bah, que tout va bien se passer. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur Spaceballs, donc la folle histoire de l'espace. Donc voilà, très bon film pour ma part de Mel Brooks. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous le recommande chaudement. Si vous l'avez déjà vu et plus vu depuis longtemps, ben, revoyez-le, faites vraiment ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous pensez également, ça peut être intéressant, de la carrière de Mel Brooks, etc. Quant à nous, bon, on se retrouvera très vite pour d'autres vidéos et d'autres aventures. Portez-vous bien, salut, ciao.